Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, le dialogue politique interguinéen a repris ce jeudi au Palais du Peuple. La table de discussion a connu des changements majeurs et des débats portent essentiellement sur le processus électoral en cours. Le procès en appel des membres du FNDC prévu pour ce jeudi a été renvoyé devant la Cour constitutionnelle. Pour les débats de fond, les prévenus demeurent libres en attendant la réponse de la Cour. Facile à fabriquer et extrêmement efficace, les mines artisanales empoisonnent le quotidien des armées régulières qui combattent les djihadistes au Sahel. Sur leur base de Gao, au Mali, les soldats français de l'opération Barkhane étudient ces engins explosifs improvisés. Bienvenue à tous. Les travaux du comité de suivi du dialogue interguinéen ont repris ce jeudi et avec des changements majeurs apportés, la délégation de l'opposition est composée de l'ancien ministre de l'élevage Boubacar Bari de l'UFR, d'Aliou Condé de l'UFDG et de Cellou Baldé de l'UFDG. À la mouvance présidentielle, Amadou Damaro Camara a été remplacé par l'ancien porte-parole de l'opposition et aujourd'hui porte-parole du gouvernement. Aboubacar Silla Bourema Condé ne préside plus les pourparlers. Saliouba et Ibrahima Sorissouma. Après les déboires et les invectives, le temps de la reprise du dialogue politique. Mouvance, opposition, CENI, diplomates, tous sont là. Deux questions à l'ordre du jour, le parachèvement des élections locales et communautaires, mais aussi les législatives. Notre objectif, c'est de parvenir à un consensus sur les questions du moment. Je ne vais pas présager du résultat des discussions. Il appartiendra aux acteurs, encore une fois, les principaux acteurs de deux bords, de discuter, de se concerter et de trouver ensemble ce qui est bien pour notre pays. Pour l'heure, impossible de savoir combien de jours prendront ces travaux. Une chose reste évidente, tout semble bien se dérouler. Il faut se réjouir du climat de confiance et de sérénité que nous avons observé, qui a prévalu tout au long de la séance, et surtout de la volonté commune qui a été exprimée par les représentants des deux partis d'œuvrer pour atteindre les objectifs que nous souhaitons dans l'intérêt supérieur du pays. L'honorable Damaro Camara est absent de ces travaux de discussion. Aboubacar Silla, qui représentait l'opposition autrefois, conduit aujourd'hui la délégation de la majorité présidentielle. Le dialogue a été présidé par un envoyé du Premier ministre en lieu et place de Bourema Condé. Cette reprise du dialogue politique pourrait décrisper les tensions. En bref, au même moment, l'opposition exige de la CENI l'arrêt des opérations d'enrôlement. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, l'opposition républicaine a dénoncé plusieurs irrégularités et accusé le pouvoir en place de vouloir organiser une mascarade électorale. Parmi les irrégularités signalées par l'opposition figure l'épineuse question des mineurs qui seraient enrôlés dans les fiefs du parti au pouvoir. C'est une réunion qui s'est tenue parallèlement. Au-delà des frontières de la Guinée, le processus d'établissement de révision du fichier électoral souffre de plusieurs anomalies. C'est le cas notamment au Sénégal où des Guinéens ont vandalisé les locaux de l'ambassade de la Guinée. Sidia Touré pense que c'est le résultat d'une pratique orchestrée par les ambassadeurs pour empêcher les militants de l'opposition de se faire enrôler. On l'écoute au micro de Mamadou Boïba et de Amara Alexila. Dans les CAMI, c'est-à-dire les commissions qu'on a mises à l'étranger, les élections sont arrêtées, notamment au Sénégal, où c'est complètement bloqué, mais également en Guinée-Bissau, en Gambie, mais également en Côte d'Ivoire. Depuis 4-5 jours, c'est des batailles qui n'en finissent pas. On demande aux gens de se faire recenser sur les cartes consulaires qui sont détenues uniquement par les militants du parti au pouvoir. Et les autres, même avec leur carte d'identité, qui est normalement leur identification, ne peuvent pas venir se faire enrôler. Donc on a des problèmes un peu partout. Mais je dis que ça a été fait de manière totalement volontaire. Nous répondrons à cela.
parce que nous n'accepterons pas que cela continue dans ce sens-là. Donc à date, les législatives, on peut dire qu'elles sont compromises. Mais totalement, parce que nous n'accepterons pas un fichier dans lequel nous allons retrouver qu'il y a une seule région de la Guinée qui a 40% des électeurs et que je ne sais pas. Et que tu as des villes à l'intérieur qui sont plus peuplées que la capitale. Il faut quand même qu'on arrête. C'est un peu très dangereux de manipuler des choses de ce genre. Donc nous sommes prêts à nous élever contre cela de la manière la plus déterminée possible. Une question, que se passe-t-il donc ici à Conakry et à l'intérieur? Les opérations connaissent des difficultés et des agents recenseurs enfin situés par rapport à leurs primes expriment leur colère. C'est par un SMS qu'ils sont informés qu'ils seront payés à moins de 8 000 francs guinéens par jour. Déjà, les membres des CARL de Yimbaya et Gbessia boudent les bureaux et se font entendre. À ce problème de primes s'ajoute le manque de récépissés, les machines qui réduisent le nombre d'électeurs à la fin de la journée. Alseni Bari, Alseni Camara ont sillonné quelques commissions administratives de révision des listes électorales de Matutu. Gbessia Centre, secteur Filimon. Ce matin, pas d'enrôlement, aucune table ni machine n'est sortie. Rien d'étonnant, c'est leur 3e jour de protestation. Ces membres de CAERL ont été informés par SMS qu'ils seront payés à 200 000 francs pour les 25 jours, soit 8 000 francs par jour. Même les 200 000, c'est par tranche. Ça fait 2 jours comme ça, là, on n'a pas travaillé. Faute de quoi? Faute de paiement. Donc c'est pour cela que nous avons refusé catégoriquement de ne pas travailler aujourd'hui. Et jusqu'à nous soyons dans notre droit maintenant là. À Gbessia secteur 2, voici le président de la CAERL avec le matériel du thé. Sans argent, son thé va devoir patienter. Pour lui, le recensement n'est plus un souci. D'ailleurs, les citoyens aussi ont cessé de venir, car chaque fois refoulés. C'est à peu près 11 jours, 12, on est là de travail. Ni manger le matin, ni la journée. Maintenant, on a déjà fait le moitié. Ils viennent de nous annoncer 200 000 francs par 25 jours. Oh, vraiment, on ne peut pas continuer à ça. De l'autre côté, à Yimbaya, le président de la CAERL assure que c'est le dernier jour de recensement. Au-delà de la maigre somme qui leur est proposée, d'autres difficultés surgissent avec les machines qui réduisent le nombre d'électeurs, le manque de récépissés. Au niveau des machines, non seulement il y a la lenteur qu'on a remarqué, les gens veulent aussi massivement, mais nous sommes en manque de récépissés. Les opérateurs de saisie, les machines, c'est que c'est beaucoup lent, et les données de chaque jour, c'est que le nombre de recensements est plus inférieur aux données qu'on reçoit. À chaque fois, moi, je fais une prise de note au niveau des données. Donc, il y a un problème là-bas. Des voix s'élèvent pour dénoncer cette situation. Ces membres de CAERL comptent passer à la vitesse supérieure. On va saisir toutes les choses, toutes les machines, tous les documents qui se trouvent. On va bloquer tout. Parce que nous, on veut notre l'argent. 200 000, c'est peu. Aussi bizarre que cela puisse paraître, lors de la phase d'identification des électeurs, ces membres de CAERL avaient perçu 700 000 francs pour les 25 jours, contre 200 000 francs pour l'enrôlement. Un écart qui suscite des interrogations. Autre chose dans cette grande édition d'information, le procès en appel des membres du FNDC n'aura pas pris assez de temps. Ce jeudi, la défense a soulevé une exception. Le procureur et la Cour ont accédé à sa demande. Les différentes parties ont été renvoyées devant la Cour constitutionnelle pour les débats de fond. En attendant, les membres du FNDC restent en liberté provisoire. Mamadou Sadio Baldé et Aboubakar Dine Camara étaient présents. Suivez. Deuxième victoire des avocats des membres du FNDC. Le dossier est renvoyé à la Cour constitutionnelle pour examen. Il s'appuie sur les articles 561 et 632 du Code pénal pour soulever ces exceptions qui arrêtent la Cour d'appel dans son élan. La Cour a accepté l'exception soulevée par la défense. La Cour a ordonné le sursis à statuer. Et la Cour, le président a dit devant vous que lundi, les 3 arrêts seront disponibles et les dossiers seront transmis au niveau de la Cour constitutionnelle.
Le juge Mangadou Basso, lui aussi, s'appuie sur les articles 96 de la Constitution guinéenne et l'article 596 du Code de procédure pénale pour accéder à la demande des avocats. En attendant, les membres du Front national pour la défense de la Constitution regagnent leur domicile. La Cour constitutionnelle se prononce sur l'exception que la défense a soulevée. Et le président nous a rassuré que lundi, les 3 arrêts, comme il y a 3 affaires, seront disponibles et le dossier sera transmis au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, ce qui signifie que c'est que la défense a demandé, la Cour a accédé à cette demande. Donc nous, on est très contents, on est fiers. Et la bataille judiciaire qui oppose la société CUNET au colonel Thieboro, le secrétaire général de lutte contre le grand banditisme et des crimes organisés, n'est pas encore terminée. Les avocats de la société de vente en ligne étaient ce mardi à la Cour suprême. Ils ont plaidé pour l'annulation d'un sursis sollicité par le camp adverse. Pour eux, le colonel Thieboro n'a pas qualité pour poursuivre dans cette affaire. Le dossier sera tranché le mardi prochain. Maître Bernard Bissi Milimono est au micro de Mohamed Valek Touré. J'ai plaidé, j'ai demandé à la Cour suprême de rejeter le sursis sollicité par ce service représenté par le colonel Moussa Thieboro Camara pour divers motifs. Premièrement, ce secrétariat est créé par un décret. Et l'article 1er du décret de création précise que ce secrétariat est placé sous l'autorité du président de la République. Donc, le colonel Moussa Thieboro Camara ne peut pas représenter ce service devant les instances judiciaires. Je rappelle que les représentants indépendants de la société CUNET avaient organisé une exposition de leurs produits au stade du 28 septembre. C'était les 1er et 2 mars 2018. Le deuxième jour, c'est-à-dire le 2 mars, le colonel Moussa Thieboro Camara est venu avec ses hommes procéder à l'arrestation de ses représentants indépendants et au ramassage de leurs produits. Le cabinet d'instruction près le tribunal de première instance de Dixine qui avait été saisi de l'affaire a pris une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas lieu de juger ces personnes qui avaient été arrêtées parce qu'il n'y avait pas d'industrie à leur égard. Ensuite, par la même décision, le juge d'instruction a ordonné la restitution de tous les biens qui avaient été saisis. Malheureusement, il n'a pas procédé à cela. Nous avons procédé à la signification de cette décision ainsi qu'au commandement de restituer. Le colonel Moussa Thieboro Camara est allé amener les personnes qui n'étaient pas parties au procès à faire appel. Et puis le nouveau directeur général de la police judiciaire a pris fonction ce jeudi. Aboubacar Camara, connu sous le pseudonyme commissaire Fabou, est un produit de l'université guinéenne et de la DPJ. Diplômé en droit, il était jusqu'ici en service à la présidence de la République. Son prédécesseur a boycotté la cérémonie de passation de service. Suivez, il invite ses collègues au travail. Nous sommes invités dans de telles circonstances, à mettre tout en œuvre pour réussir cette mission qui, du reste, est essentielle à maintenir la quiétude dans la cité. Je suis produit de cette direction pour avoir passé, je dirais, plus de 8 ans de ma carrière, pour avoir été formé à la procédure judiciaire dans ces locaux. Je me sens à l'aise et je prie tous les collègues, je prie tous les responsables à tous les niveaux de bien vouloir m'apporter leur soutien et leur aide. J'en ai besoin, ce pour atteindre les objectifs qui sont, outre miens, mais aussi de l'ensemble des services de police et de sécurité. Et puis, inauguration ce matin de l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant à Donka. Le bâtiment en cours de rénovation par le ministère de la Santé a été équipé de nouveaux matériels par l'ONG Souffle de Vie et autres partenaires. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités sanitaires, du personnel soignant et des partenaires. Reportage Abdoulaye Sadou Diallo et Ibrahima Souri Camara.
Ce geste marque l'inauguration de l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant, situé dans l'enceinte de l'hôpital d'Onka. Ce bâtiment d'une dizaine de pièces, en partie rénové par le département de la santé, vient d'être doté de matériel par l'ONG Souffle de Vie et l'UNICEF. Un don qui vient à un moment opportun. L'année 2019, l'INSEE a hospitalisé 1589 nouveau-nés. Malheureusement, on a perdu 558 nouveau-nés. Couveuse, oxygénateur, lampes chauffantes, balance, table, lits et autres consommables, autant d'équipements modernes pour contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité néonatale. L'appui de l'ONG Souffle de Vie pour la mise en place d'un modèle d'extracteur d'oxygène qui nous permettra de sauver beaucoup de nouveau-nés qui nous viennent pour asphyxie néonatale. Et aussi, permettez-moi de remercier l'UNICEF qui nous a équipés au moins 8 extracteurs d'oxygène et 16 lits pour nouveau-nés et 16 lits pour maman. Le donateur, de son côté, plaide pour l'achèvement des travaux de rénovation de l'infrastructure et son opérationnalisation dans un bref délai au bénéfice des nouveau-nés. Libérer ce matériel, terminer les travaux ici, qui restent encore à faire, réorganiser votre mode de fonctionnement, lancer le travail clinique le plus vite possible pour que aussi à l'INSEE, ce travail de la néonatologie puisse se faire dans un contexte qui mérite le nom. Une utilisation rationnelle des équipements, c'est ce que demande le département de tutelle au personnel de l'Institut de nutrition de santé de l'enfant. Et particulièrement à la direction de tout mettre en œuvre pour une utilisation judicieuse et rationnelle des moyens mis à disposition. Premier directeur de l'INSEE, Dr Mandi Kondé, rappelle dans quelles conditions l'Institut a été créé. Je me rappelle encore, jeune interne, en 1976, une nuit de garde, on a perdu 9 enfants, 3 par tétanos néonatal. De l'aide, ce service en a encore besoin. La néonate, dans notre programme, est presque laissée pour compte. Donc, c'est le moment, puisque nous avons les partenaires parmi nous, de les inviter à renforcer cet institut. Quels problèmes liés à l'optique rencontrons-nous le plus souvent et que faire pour limiter les effets? Voici la réponse que tentent de donner des médecins tunisiens présents à Conakry. Ils ont procédé hier à l'ouverture d'un centre ophtalmologique à Kaloum, un centre ophtalmologique pour permettre aux personnes atteintes de la myopie, de la cataracte et l'hypermétropie de recevoir des soins de qualité. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assori, 5 Souma. Ce centre ophtalmologique, situé à Kaloum, vient répondre aux besoins des personnes atteintes de la cécité. Une coopération guinéo-tunisienne qui va permettre de consulter sur place les patients, d'intervenir, de les diagnostiquer avec des matériels de haute gamme. Nous avons remarqué que dans le domaine ophtalmologique aussi, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'évacuations sanitaires vers la Tunisie. Et on s'est dit pourquoi faire tout ce chemin, supporter tout ce coût pour y aller en Tunisie, pour faire parfois des petites interventions. L'ouverture de ce centre est une ouf de soulagement pour des patients qui chaque année effectuent des déplacements à l'étranger pour leurs soins. En termes de perspective, l'objectif visé par ces experts est de doubler le volume d'échanges entre les deux pays dans des domaines sanitaires, sociaux et autres, avec des outils qui comportent un analyseur de surface d'onde pour mesurer les défauts à l'intérieur de l'œil. Ça va éviter les gens de dépenser beaucoup d'argent au lieu de prendre des avions pour aller à Tunis. C'est une très bonne occasion pour nous de savoir qu'on n'aura plus besoin d'envoyer des gens pour l'ophtalmologie. Est-ce que l'appareil est venu avec une équipe tunisienne? Est-ce que cette équipe tunisienne va travailler avec une équipe guinéenne? Parce que c'est très intéressant de le savoir. Quelques experts tunisiens séjournent à Conakry pour initier des séries de formations aux médecins guinéens en vue d'éviter toute imperfection. Cet appareil est associé à une série de lentilles qui divisent la lumière en une multitude de faisceaux
dont la position est analysée en permanence. Il faut créer un centre de pointe où il y a tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire une simple consultation de médecin est insuffisante parce que pratiquement dans tous les cas, après la consultation, le médecin aura besoin d'autres éléments pour confirmer son diagnostic. Les partenaires tunisiens sont heureux de l'ouverture de ce centre à Conakry. Il vient réduire le taux de voyage des malades à l'étranger. Le Centre culturel franco-guinéen CCFG célèbre ses 20 ans d'existence. Ce sera ce samedi 7 décembre au CCFG. Les couleurs des festivités de cet anniversaire ont été annoncées au cours d'une conférence de presse hier mercredi dans l'enceinte même du CCFG. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Sori Kamara pour le reportage. 1999-2019, cela fait 20 ans que le Centre culturel franco-guinéen CCFG a été inauguré. Pour cette fête d'anniversaire, les responsables du centre souhaitent marquer à nouveau une empreinte nouvelle en s'appuyant sur les bases historiques de ses activités et du patrimoine culturel qui font sa force. Le nom du défunt chanteur Sori Kandia Kouyaté apparaît comme un des éléments centraux lui rendant encore un peu plus hommage. Ce samedi, l'espace culturel célèbre ses 20 ans d'existence sous une autre forme. Le Centre culturel franco-guinéen, durant ces 20 dernières années, est devenu, je crois, humblement la scène artistique et culturelle de référence de Conakry, voire même de toute la Guinée. C'est donc à la fois une très grande joie, c'est aussi une très grande responsabilité. 20 ans de dur labeur, 20 ans de créativité et 20 ans de bilan élogieux pour le centre. Une journée qui vise ainsi à mieux faire connaître et reconnaître la diversité des engagements des artistes, à fédérer les acteurs du centre en leur offrant un espace de rencontre, d'échange et de découverte. La Guinée regorge de talents artistiques énormes, ça n'en finit pas. Mais ce sont des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de suivi. Donc nous voulons encore les apporter plus et nous pensons que nous pourrons avoir. Vous êtes là, normalement, pour nous accompagner. Sur l'esprit de fête, il a fallu faire des choix pour des activités prévues. À part des étrangers qui vont effectuer le déplacement, plusieurs artistes guinéens se sont portés volontaires pour célébrer ensemble cette fête. Nous avons invité un pianiste classique français de renommée internationale, Maxime Zekini. Déjà, certains artistes comme Gianni Alpha, les ballets africains et autres s'entraînent pour la circonstance. Des projets pour 2020 sont en cours en vue de faire de ces bibliothèques une médiathèque en mettant l'accent sur la numérisation, nous confient les responsables du centre. La Banque islamique de développement prête à accompagner le gouvernement guinéen à repousser les frontières de la pauvreté. Le développement des chaînes de valeur est l'une des priorités de la BID. Au total, 20 000 producteurs devront être directement touchés, 45 millions pour les chaînes de valeur et au moins de la moitié pour les projets intégrés de 3 préfectures. Mamadou Sadio Baldé et Abou Koria Kourouma pour les explications. Toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation jusqu'au niveau de la consommation. Un projet ambitieux qui améliore les conditions de vie, qui passe par l'amélioration de la production, la facilitation d'accès au marché, le développement de certaines filières de transformation et le développement du secteur de l'agro-industrie. Au total, ce sont 20 000 producteurs qui devraient bénéficier directement de ce projet, dont 40% de femmes et 30% de jeunes. Les jeunes et les femmes sont des acteurs privilégiés dans ce projet. Mais à cause de la lourdeur administrative, les conditions de décaissement n'avaient pas été remplies. Pour 45 millions de dollars des États-Unis pour le projet de développement des chaînes de valeur agricole en Guinée et pour 25 millions de dollars pour les projets de développement rural intégré de Gawal, Koundara et Mali. Malheureusement, la lourdeur observée dans la satisfaction des conditions de démarrage fait que ce n'est qu'aujourd'hui que nous procédons au lancement des dites opérations. Les filières agricoles ont des limites et des contraintes qui sont liées aux difficultés d'accès aux intrants, aux infrastructures d'irrigation, de transformation et les enclavements. La BID est là pour résoudre certains de ces problèmes. À cet égard, le programme quinquennal du président de la BID
met l'accent, entre autres, sur la promotion de la finance islamique, la promotion des sciences et technologies, le développement des chaînes de valeur et le renforcement des partenariats pour une croissance plus inclusive, un entrepreneuriat plus développé et une création soutenue des emplois décents et durables. Les femmes venues de l'intérieur notamment soulignent que le renforcement des capacités et le financement de leurs projets vont accroître leur... L'humanité a célébré ce 5 décembre la Journée mondiale des sols. L'objectif est de mettre en lumière l'importance d'un sol en bonne santé et préconiser la gestion durable des ressources. Le thème choisi cette année est « Empêchons l'érosion des sols, protégeons notre avenir ». Suivez cette déclaration de la ministre guinéenne de l'Agriculture, Mariam Kamara, au micro de Idriss Abari. À l'occasion de cette 6e journée mondiale des sols, le gouvernement réaffirme encore une fois que protéger et réhabiliter les terres agricoles dégradées est une priorité nationale. Ce n'est que cela qui donnera à notre pays, la République de Guinée, et particulièrement à la population rurale, les espoirs de productivité et par surcroît de la création de la richesse et de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle à l'ensemble de la population guinéenne. Parlons religion avec l'implication des leaders religieux dans la promotion de la consolidation de la paix en Guinée. C'est autour de cet objectif que le secrétaire général aux affaires religieuses a présidé une lecture du Saint-Coran à Waria dans l'Ambani. L'initiative est d'inviter les uns et les autres à se servir de la religion pour trouver la solution aux différentes crises dans le pays. Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Souri, Camara. Depuis quelques mois, la Guinée traverse une crise sociopolitique autour d'une éventuelle modification constitutionnelle. Pour le secrétaire général aux affaires religieuses, les leaders religieux doivent s'impliquer dans la sensibilisation de leurs fidèles à la consolidation de la paix dans le pays. S'il y a des cœurs chauds dans le pays, qu'Allah les apaise. Que Dieu nous épargne la violence. Toute solution qu'on peut trouver dans le calme et la fraternité islamique, qu'Allah nous guide sur ce chemin. La paix n'est pas un mot, mais elle doit être un comportement de tous les jours. À travers cette lecture du Saint-Coran, le mouvement œuvrant pour la paix à Waria a souhaité s'impliquer dans la préservation et la consolidation de la paix en Guinée à travers la religion musulmane. On ne peut pas parler de développement sans la paix. On ne peut pas parler de progrès sans la paix. Donc ce mouvement-là a organisé cette lecture du Saint-Coran pour invoquer le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala pour la paix dans le pays. Dans un pays où il y a de l'instabilité, aucun développement ne peut être possible. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite tous les acteurs sociopolitiques et religieux du pays à mettre l'intérêt général de la Guinée au-dessus des intérêts personnels. Dans notre comportement de tous les jours, dans nos discours de tous les jours, parce que les paroles sont des actes, qu'on manifeste cette volonté de paix. En principe, le reste devrait suivre pour peu que chacun fasse preuve de responsabilité et de sagesse. Les intérêts politiques, les intérêts partisans ne doivent jamais être supérieurs aux intérêts de l'ensemble de la population. Cet intérêt qui est de vivre dans une Guinée paisible et prospère. Récemment, le Conseil islamique de Guinée, sur financement de l'ambassade d'Allemagne, a initié un projet de renforcement de capacité des imams dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, un programme qui a touché près de 40 000 imams de Guinée. Et pour finir, facile à fabriquer et extrêmement efficace, les mines artisanales empoisonnent le quotidien des armées régulières qui combattent les djihadistes au Sahel. Sur leur base de Gao, au Mali, les soldats français de l'opération Barkhane étudient ces engins explosifs improvisés dans un laboratoire dédié pour mieux préparer les militaires à les éviter. Suivez ce reportage. Très scrupuleusement, ces soldats passent la zone au peigne fin, ici, dans le nord du Burkina Faso. Ils scrutent toute trace d'IED, ces engins explosifs improvisés.
De la terre retournée, un fil électrique qui dépasse, une moto laissée à l'abandon, autant d'indices qui pourraient mener vers un piège mortel. Il y a des indices maintenant, on n'est pas infaillible et il y a toujours une prise de risque de toute façon. Les mines artisanales sont un véritable poison pour les soldats qui combattent les djihadistes au Sahel. Début décembre, de l'autre côté de la frontière, l'explosion d'un IED a fait 2 morts et 7 blessés dans les rangs de l'armée malienne. Depuis que l'armée française est présente au Mali, 13 des 41 décès de soldats français sont attribués à ces explosifs bricolés. Donc il y a la création d'un climat d'insécurité permanent, ça gêne énormément du fait de la liberté d'action ou de manœuvre de la force, puisque chaque déplacement, chaque mission, cette menace devra être intégrée dans nos craintes et dans nos modes opératoires à appliquer. À Gao, sur la principale base de l'opération Barkhane au Sahel, l'armée française a mis en place un laboratoire spécialisé. C'est le premier du genre à être ouvert directement sur un théâtre d'opération extérieur. Et les engins récupérés arrivent d'abord ici, dans ce bunker. C'est uniquement pour assurer la sécurité de mes camarades, puisque si jamais ça venait à exploser, autant qu'il n'y ait que 1 à 2 blessés, plutôt que plusieurs. Ces spécialistes étudient les composants et effectuent des prélèvements chimiques. L'objectif, en apprendre le plus possible sur les matériaux utilisés pour préparer les soldats sur le terrain. Les groupes armés terroristes, ou GAT comme les dénomme l'armée française, peuvent utiliser tout et n'importe quoi. Dans certains cas, l'engrais agricole permet même de remplacer la dynamite. C'est un plateau de pression fabriqué avec les choses trouvées sur le terrain qui vont monter avec un pneu de moto, avec du fil de fer et avec des morceaux de boîte de conserve. Ils vont assembler tout ça pour confectionner un interrupteur. Lorsque c'est possible, les empreintes digitales sont relevées afin de pouvoir identifier et arrêter les poseurs de mines. Une tâche complexe et fastidieuse menée dans l'espoir d'enrayer une menace difficilement maîtrisable. C'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.